très intéressante mise à jour pour le Škoda Enyaq VRS. Il s'agit du modèle sportif de l'Enyaq, récemment restylé, et maintenant disponible également pour cette version performance. Ce n'est pas uniquement plus de puissance, la batterie est aussi améliorée. Vous bénéficierez d'une autonomie accrue comparée au modèle 4x4 classique. Voilà des informations très intéressantes à venir. Et aussi la question, peut-il devenir un concurrent sérieux face à une Tesla modèle Y Performance? Avec Thomas Nautico Fuel, on découvre ça en 4K, plein écran. Allons-y avec ce nouveau capot qui s'applique désormais également au modèle VRS. En Allemagne, on dit seulement RS, donc ça dépend du marché. Vous avez cette nouvelle forme en V ici, dans la calandre inférieure, rappelant une fois de plus le schéma VRS. Ici, vous avez également l'éclairage central dans cette partie supérieure, la partie des feux de jour, le bloc principal de phare divisé et des feux en matrix LED. Sinon, une option est tout à fait standard pour la VRS. La tendance actuelle dans l'industrie automobile est de remplacer les logos par des lettres ici. Cela a été particulièrement influencé par le marché chinois car toutes les marques là-bas utilisent des inscriptions et non des logos. Que pensez-vous de cette tendance? Dites-le moi dans les commentaires. Et cette couleur ici s'appelle le vert Mamba, une couleur spéciale VRS qui correspond aussi à l'intérieur. Bientôt plus de détails à ce sujet. Ici, on voit des jantes de 21 pouces, les plus grandes disponibles. 20 pouces standard, 21 en option. Aérodynamique. Ces inserts aérodynamiques noirs, vous pourriez en théorie les retirer si cela correspond davantage à vos préférences. Le badge VRS, dans ce cas, s'harmonise parfaitement avec la couleur extérieure du véhicule, mais ce sera toujours ainsi. Nous avons également le coupé là-bas, nous allons bientôt y jeter un coup d'œil, et vous pouvez voir que le badge est également de la même couleur. La longueur, l'Enyaq, normale, 4,66 mètres ou 183 pouces. La plupart des clients choisissent en fait cette version ici, bien que le coupé là-bas soit un peu plus aérodynamique. Donc il a ses avantages, mais aussi des différences, bien sûr, comme pour le toit panoramique. Bientôt plus de détails à ce sujet, une signature moderne également pour les feux arrière. Visuellement, c'est très réussi. C'est une couleur extérieure très vive, mais vous pouvez opter pour d'autres teintes, comme ce gris métallisé que nous avons derrière nous avec le coupé. Bientôt, un aperçu détaillé de ce modèle. Les valeurs de CX des versions restylées sont de 0,245 pour le SUV et de 0,225 pour le coupé. Elle aura donc un peu plus d'autonomie, en particulier lorsque vous roulez à des vitesses élevées sur l'autoroute. Elle a aussi cette forme plus fluide, visuellement. Je trouve ça très réussi. Visuellement, honnêtement, je préfère le coupé. Et toi, qu'en penses-tu? Tu opterais pour le coupé ou plutôt le SUV? Dis-le moi dans les commentaires. Mais il y a une différence majeure, notamment la hauteur de chargement ici, et ce modèle a un toit panoramique fixe, toujours comme ça. Et celui-ci ici dispose du toit panoramique que tu peux également ouvrir. En général, c'est une option. Tu peux aussi opter pour un toit normal si tu ne veux pas de chaleur dans l'habitacle. Ouais, et ensuite, bien sûr, il faut parler des batteries, et là, ça devient vraiment intéressant. Avec la version restylée, ils ont boosté l'autonomie et tout ça. Ici, la VRS bénéficie d'une batterie nette de 79 kWh. C'est 2 kWh de plus que la version normale en traction intégrale avec la grande batterie. Cela vient d'une nouvelle génération de batteries. Seul le VRS en profite, un vrai atout exclusif. Et la recharge est plus rapide ici avec un pic de 185 kW, soit 26 minutes de 10% à 80% de charge. C'est 2 minutes de moins en comparaison avec le modèle à traction intégrale standard et un pic de charge 10 kW plus élevé. Donc c'est un petit plus que vous obtenez en tant que client VRS. La suspension, au fait, est une suspension sport fixe incluse de série. En option, la suspension adaptative ou DCC. Et en comparaison avec la version à traction intégrale, elle a aussi, disons, un réglage un peu plus sportif. Donc même si vous optez pour ce DCC en option, ici, l'avant du coupé en gris acier. Je pense que la couleur fonctionne très bien aussi, plutôt cool. Une fois de plus, avec la signature lumineuse. Donc visuellement, dans cette atmosphère de studio ici, je choisirais celui-ci, au moins pour l'extérieur. Mais cela pourrait être différent à l'intérieur par contre. Et on y revient si vous voulez jeter un œil au logo ici, également en couleur Mamba Green. C'est comme le seul élément Mamba Green ici, à l'extérieur pour le couper. Et pour les performances, 5,4 secondes, c'est l'accélération 0 à 200 km/h et c'est 0,3 secondes plus rapide que la traction intégrale standard de base et 0,1 seconde plus rapide que l'ancienne version VRS précédente. Un peu plus de performance
Et 5,4 secondes, c'est largement suffisant pour quasiment tous les usages possibles. Avec la version perf du modèle Y, c'est clairement plus rapide. Donc en termes d'accélération, il ne peut pas rattraper ça, mais bien sûr, il a d'autres fonctionnalités où il le peut. En regardant sous le capot, y a-t-il un frunk? Non, il n'y en a pas. Je veux dire, théoriquement, un peu d'espace, mais pas trop. Le capot n'est pas non plus très long. Beaucoup auraient dit quand même souhaité un coffre avant pour l'ENIAC. Voici la clé du modèle standard en noir brillant qu'on retrouve aussi chez chaque Skoda et VW. Ensuite, le son de fermeture des portes est vraiment solide, un son très grave pour l'arrière aussi dans ce cas. J'aime vraiment mieux le son de l'avant que celui de l'arrière, parfois c'est l'inverse. Et puis ici, à l'intérieur des portes, il y a une structure, c'est un peu plus souple mais pas trop, avec une texture intégrée. Ensuite, un style fibre de carbone, disons-le comme ça, l'éclairage d'ambiance est intégré en dessous. Dans la RS, vous avez du microfibre ici à l'intérieur des portes et puis vous avez aussi ici un iPhones. Oh. revêtement en tissu. Ouais, il y a un iPhone qui traîne. Ouais, là. Il y a du tissu à l'intérieur des portes et aussi un petit truc un peu bof, je sais pas pourquoi. Oh. Et puis, ouais, bien sûr, ici, le fameux parapluie Skoda à l'intérieur ou la brosse à neige pourrait aussi marcher là. Puis la plaque de seuil ENIAC juste ici. Mais bon, simplement ENIAC, pas de VRS. Économie de coût. Mais vous avez le badge VRS ici sur le volant. Aussi avec des boutons perforés sur le volant, par exemple, pour le chauffage du volant. Beau revêtement en microfibre ici sur le tableau de bord. La structure est aussi un peu moelleuse. Les points forts sont les sièges VRS, des sièges sportifs avec un bon maintien des épaules. Ensuite, vous avez cette perforation où ce verre néon ou verre mamba transparaît, ainsi que sur les côtés. Je veux dire, dans cette combinaison, ça a vraiment l'air super, je dois l'admettre. Mais je pense que ce n'est pas une décision stratégiquement judicieuse car je suis convaincu que la plupart des acheteurs opteraient plutôt pour une teinte plus neutre pour l'intérieur. Et il faut faire attention là-dessus. Ils pensent que si tu choisis un extérieur rouge, tu auras cette couleur à l'intérieur. Plutôt pas si probable. Soit tu prends comme ça, soit tu mets une couleur neutre comme peut-être un gris, noir, blanc. Je veux dire, la plupart des voitures sont vendues comme ça de toute façon, alors c'est aussi correct d'avoir ces accents à l'intérieur. Mais ici, l'habitacle standard est uniquement disponible avec cet accent et je pense que j'aurais juste fait en gris, comme c'est le cas avec l'habitacle optionnel. Tu vois, c'est mon point de vue là-dessus. Et puis ici, contrôle haut et bas. Avant et arrière opérés manuellement. Une fois de plus, suppression du badge et ajout de l'inscription Skoda ici. Avec la présence de ce toit panoramique, il reste amplement d'espace. Pas de souci. Et ensuite, on peut aussi fermer celui-ci. Oh, j'ai mis le contact. On peut également fermer celui-ci. Point. La totalité du toit. Et il y a également cette ombre que je peux déployer. Maintenant, ça devient vraiment sombre. Voilà cette protection d'ombre. Quand il commence à faire plus chaud, vous avez cette option pratique, contrairement au coupé, qui reste toujours ouvert ou nécessite une ombre manuelle, souvent installée une seule fois. Alors, bienvenue dans ce poste de conduite qui est vraiment central ici avec ce revêtement en microfibre. Ici, dans cette forme, c'est vraiment très bien pensé et réussi. On trouve de vrais boutons physiques en bas, comme pour accéder au menu de la climatisation ou pour sélectionner le mode DCC par exemple. Et puis, on peut aussi le faire défiler depuis le bas sans avoir à confirmer sur l'écran, ce qui est un bon point quand on conduit, surtout si on utilise ça fréquemment par exemple. Donc c'est bien de l'avoir, du moins toujours avec cet écran tactile de 13 pouces qui comprend l'unité climatique ici. Cependant, il n'y a pas de boutons physiques ici, ils sont vraiment minuscules, mais au moins ils restent toujours dans cette zone. Pareil pour le siège chauffant, cela pourrait être un peu plus grand ou bien sûr des boutons physiques seraient toujours préférables dans cette solution. La boîte à gants ici est bien amortie. Le son de fermeture est agréable et le tableau de bord est sobre, mais fonctionnel comme je l'ai mentionné précédemment, les boutons au volant permettent de modifier les modes de récupération. Avec la version ENIAC ou Overdrive, on ne peut changer la récupération. Qu'en roulant, même si le moteur est allumé à l'arrêt. Cela peut être un peu gênant en ville, car il faut toujours être en mouvement pour ajuster ses paramètres précisément. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La microfibre pour la coudoir centrale est aussi bien pensée. C'est assez doux.
Une sensation vraiment confortable. En dessous, il y a cette séparation ici, ça me rappelle le jeu fameux de Tetris. Franchement, je laisserai ça ouvert. Il y a beaucoup de rangements, ils ont aussi ça, point, commandé chez Temu. Ici, c'est scellé. Je pense que tu peux le pousser et c'est comme ça, une sorte de produit nettoyant en spray, tu vois? Pas besoin de la voir, mais ça peut libérer de l'espace ici et les portes-gobelets ne sont pas vraiment ajustables, un peu comme ça. Tu peux faire l'ouverture plus petite ou plus grande ici, mais ils ont ces points légaux en dessous si tu veux ouvrir ces bouteilles d'une seule main. Ensuite, à l'avant, il y a un emplacement de charge inductive à gauche et il est aussi refroidi à droite. C'est juste pour poser ton téléphone, mais ici, c'est charge inductive plus refroidissement et deux chargeurs USB-C. Ils sont également bien plus rapides avec ce restylage, avec toujours environ 45 watts par port USB-C disponible. C'est vraiment plutôt chic. Ouais, je pense que c'est un intérieur où on peut vraiment se sentir chez soi à l'aise. Cette microfibre utilisée en plus dans la version VRS augmente vraiment le confort et les sièges sont vraiment agréables et durables sur le long terme. Et du point de vue du conducteur, encore une fois, ici, avec de vraies molettes sur le volant, par exemple. Et ouais, tu peux appuyer sur ce bouton-là ici pour activer le régulateur de vitesse et passer d'un mode à l'autre en toute simplicité. Ce sont de petits instruments numériques, donc tu ne peux pas trop les modifier. Tu peux juste ajuster un peu la disposition, mais c'est vraiment limité. Et tu peux aussi avoir cet affichage tête haute, difficile à voir en studio, mais c'est en fait la version standard ici pour la RS. Système d'infodivertissement principal, c'est le menu de base, avec la climatisation vraiment compacte à cet endroit. Vous pouvez enregistrer certains favoris, appuyer et maintenir. Ensuite, je peux par exemple ici désactiver le signal sonore de vitesse tout en haut, et ensuite en un clic, c'est désactivé en fait. C'est plutôt cool. Et l'intégration avec Apple CarPlay. Et voilà, ça remplit tout l'écran, les sièges arrière, toujours très important. D'abord, les stores manuels. Sympa à utiliser. Là, c'est du plastique dur, mais avec un peu de structure. Puis, cet élément carbone en intégration mi-légère. Et ici, une microfibre pour la version RS. Les poches sont en plastique dur derrière. L'accès arrière est perfectible. Elle ne s'ouvre pas très largement. Pour les sièges enfants, vous savez, mon frère a 3 petits bouts de chou, ça peut être un peu compliqué. Ouais, ils auraient probablement un peu de mal ici. Mais la sangle haute est bien là pour le siège avant. Et le siège avant a déjà aussi l'isofix. Les autres isofix sont ici à l'arrière, de chaque côté. Et vous pouvez aussi les tirer comme ça et comme ça. Ici, vous pouvez voir que ce verre néon transparaît à travers cette perforation de la microfibre. Un effet vraiment sympa, vous pouvez rabattre ça en accoudoir, tout aussi moelleux. Et voici quelques porte-gobelets. Ils ne sont peut-être pas les plus adaptés, prenons-les comme ça. Cependant, vous pouvez soit avoir ce support pour smartphone ou tablette ici sur le siège, soit le placer probablement aussi ici. Et puis vous pouvez aussi le plier un peu comme ça, probablement c'est mieux sur le siège pour, vous savez, éviter le mal des transports et tout ça. C'est aussi la trappe à ski qui donne sur le coffre, c'est possible. En bas, lorsque la voiture est en marche, vous avez le chauffage des sièges, une unité climatique et cette partie centrale, 2 ports de charge USB-C. Ils sont désormais également de 45 watts. Et ici, vous avez la possibilité de replier ces porte-gobelets ou bien de retirer entièrement cette partie centrale si nécessaire. Plateau, je veux dire, avec ce plateau central. Ensuite, vous avez un sol presque plat, donc c'est aussi confortable. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette pièce, ça dépend de vos préférences. L'espace pour les jambes, ici, pour une personne grande, est bien pensé, avec beaucoup de place, malgré que le véhicule n'est pas très long. L'espace pour la tête est tout à fait suffisant et confortable, même avec ce toit panoramique qui s'élève légèrement en direction de l'arrière du véhicule. Celui-ci étant la version SUV. Nous allons bientôt comparer à nouveau le coupé. Ensuite, jetons un œil au coffre. SUV d'abord, 585 litres, 570 pour le coupé. On voit ici cette trappe. On peut simplement appuyer, c'est pratique. Celui-ci rentre aussi verticalement en dessous, 1 mètre ou 40 pouces de largeur. Et la longueur ici est aussi presque 1 mètre ou 40 pouces, un tout petit peu moins. Et ici, vous pouvez voir que pour l'instant, c'est à niveau, vous êtes comme ça. Mais vous pouvez aussi l'incliner un peu vers l'arrière, le laisser descendre et vous obtenez un peu plus de hauteur dans cette zone. Vous pouvez aussi replier les sièges à distance depuis ici, comme ça et comme ça.
Le câble de charge est juste là, donc un bon rangement sur le côté. Et ensuite, nous avons ici la hauteur maximale d'environ 29 pouces ou 73 cm, et quand on mesure jusqu'aux sièges avant. Et voilà, on a environ 70 pouces ou 1,78 m, ce qui est vraiment très pratique, parfaitement utilisable et bien pensé en effet. En dessous, il y a encore plus de rangements pour des séparateurs, d'autres câbles de charge. Et ici, c'est comme un kit de voyage avec cet espace de rangement supplémentaire en dessous. Et là, gardez en tête l'apparence du SUV. Le coupé, lui, présente un style légèrement différent. Et ici, d'ailleurs, aussi une attache remorque semi-rétractable comme ça. On la tire, voilà. Et ensuite, on appuie une fois de plus et on peut la rentrer à nouveau. Et maintenant, en comparaison avec la version coupée, on y va. C'est un peu différent. Ici, le chariot peut aussi se mettre à la verticale, bien que cette zone soit un peu moins profonde que prévu. C'était à 55 cm dans le SUV donc. 21 pouces et ici 45 cm. C'est bien la différence ici. Ensuite, vous avez un couvercle différent. Il faut le retirer manuellement, juste comme ça. Ça nécessite de la force pour le retirer. Et puis, la différence se situe exactement à cet endroit-là. Oui, oui, le visage de Thomas quand il soulève le frigo, c'est ça. Ici et là, on était à 73 cm, ce qui fait 29 pouces. Ici, on est plutôt à 26 pouces et 65 cm. C'est donc la différence de hauteur ici. Et cela pourrait être crucial pour une boîte à chiens ou peut-être une poussette ou quelque chose comme ça. C'est aussi pourquoi la plupart optent encore pour un SUV, même si le coupé est plus aérodynamique et plus stylé à mon avis. Mais le coffre parle un peu en faveur du SUV. En dessous, c'est aussi un peu différent. Il y a une petite lèvre ici qui descend. Celui-ci peut se soulever et l'espace est plus profond à l'intérieur. Oui, c'est un peu étrange, mais clairement, c'est un détail à noter, ça c'est sûr. Et de la même manière, on peut aussi replier les sièges comme ça et comme ça, sans problème. Et ici, à l'arrière, par rapport au toit en verre, il y a en fait plus d'espace pour la tête. Cependant, cette découpe ici pour la tête. Quand tu te détends vraiment la tête et que tu te penches en arrière contre l'appui-tête, tu es déjà dans cette zone où ça fonctionne encore, mais avec un peu moins de place pour la tête. Et quelle autonomie peut-on s'attendre? Je veux dire, ce sera plus ou moins les mêmes chiffres qu'avec un modèle à 4 roues motrices classique. Nous l'avons fait récemment et avons noté les chiffres. On a atteint jusqu'à 100 km à l'heure en vitesse. Chiffre d'été scandinave, 17 kWh, plus de kilomètres, 3,6 miles par kWh. Environ 430 km ou 260 miles d'autonomie sur autoroute à 130 km/h ou 75 miles par heure en utilisant le régulateur, donc à des vitesses élevées ou normales. On était plutôt autour de 23 kWh, soit 2,7 miles par kWh, pour une autonomie réaliste de 340 km ou 210 miles. De plus, bien sûr, pour celui-ci ici, peut-être un peu plus d'autonomie parce que vous avez une batterie un peu plus grande. Donc l'ENIAC a récemment été un véhicule électrique très réussi, notamment sur le marché allemand par exemple, mais également à travers toute l'Europe entière. Et je pense que cela va en quelque sorte continuer parce que le prix supplémentaire ici pour la version VRS ne sera pas si élevé comparé au modèle normal à propulsion intégrale, car celui-ci comprend déjà beaucoup d'équipements de série et vous profitez de ce petit peu plus de capacité de batterie et aussi d'une recharge un peu meilleure et ainsi de suite. Donc cela a vraiment du sens. Si vous envisagez de choisir une ENIAC entièrement équipée ou de l'opter en leasing d'entreprise, autant directement vous tourner vers la version RS ou VRS. Ce n'est pas tant pour les performances que pour la légère amélioration de la batterie et pour obtenir le pack complet, incluant l'affichage tête haute. Cela s'harmonise parfaitement avec les sièges en microfibre. Il suffit simplement de choisir une combinaison de couleurs qui convient, comme le vert vif Mamba Green, pour ceux qui veulent vraiment y aller à fond. Ou alors opter pour quelque chose de plus subtil à l'extérieur, comme du noir ou du blanc, et cela peut aussi s'accorder avec un intérieur un peu plus extravagant. En termes de prix, nous n'avons pas les tarifs exacts le jour du tournage, de manière précise, mais cela ne va pas non plus changer énormément par rapport au modèle pré-facelift. Donc environ 60 000 euros, ce serait un prix allemand qui est aussi plus ou moins le même prix pour un modèle tout-terrain entièrement équipé. Et nous, bien sûr, on vous tiendra au courant, et bientôt on va essayer celui-ci. Allez jeter un œil aux concurrents,